10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles, bonjour heureuse de vous retrouver. Ben oui, j'étais souffrant. Vous étiez souffrant, j'espère que ça va mieux. Et merci à Gianna de m'avoir remplacé au pied levé. Absolument, notre réalisateur qu'on salue. C'est un couteau suisse, notre invité Vincent Martin, bonjour. Vous êtes réalisateur et on va pouvoir découvrir ce soir à 21h sur Canal+ Doc. C'est également disponible évidemment sur l'application MyCanal. Un documentaire tout à fait passionnant sur Alain Delon. Alain Delon, un certain regard. C'est produit par Ligne de Front. Et on pensait tout savoir sur Alain Delon. Eh bien non. Grâce à vous, on découvre beaucoup d'autres aspects de la personnalité d'Alain Delon, puisque vous avez choisi, à travers ces films, de raconter Alain Delon et de voir la proximité, le lien très fort qu'il pouvait y avoir entre ses rôles et sa personnalité. Il fallait quand même revenir à l'essentiel. Alain Delon, c'est le cinéma, c'est une vraie mythologie. Et on s'est toujours posé beaucoup de questions sur Alain Delon, sa personnalité, ses démons. Et on a beaucoup parlé de lui. Il se trouve qu'au moment où j'ai commencé ce documentaire, on parlait de lui pour des histoires d'héritage qui en réalité ont très très peu d'intérêt pour comprendre l'homme. Et tout est expliqué dans ces grands films. Donc j'ai fait le choix d'aller puiser dans sa filmographie. Alors c'est un choix un peu subjectif, mais on est quand même assez d'accord sur le fait qu'il y a dans sa filmographie entre 10 et 15 chefs-d'œuvre, et c'est là qu'on trouve, l'âme d'Alain Delon, elle est vraiment là et elle n'est pas ailleurs. Alors c'est une drôle de forme, parce qu'il y a beaucoup de critiques et de testimoniaux qui viennent apporter, et il y a un petit côté, j'en ai parlé à Valérie, critique de cinéma. Critique de cinéma, un peu cahier du cinéma, mais c'est vrai qu'on a envie de voir plus d'extraits, parce que les extraits sont totalement fascinants, c'est-à-dire que il a une beauté incroyable et hypnotisant, et c'est vrai que entre la part de ceux qui parlent et les extraits, on a eu envie de voir tellement d'extraits. Ça donne envie de revoir les films. Alors, oui, aussi. C'était un petit peu aussi ça, c'est ce que je voulais faire, c'était de donner aux gens l'envie de se replonger. Il y a ceux qui les ont pas vus, et ça on les envie un petit peu quand on s'imagine découvrir le Guépard, mais surtout de se replonger dans ces films qui sont tous d'abord vraiment des authentiques chefs-d'œuvre. Il a tourné avec les plus grands, Il a tourné avec les plus grands. C'est-à-dire que je pense qu'il y a personne d'autre dans l'histoire du cinéma ne peut aligner un CV comme lui. C'est-à-dire que c'est Clément, c'est Antonioni, c'est Melville, c'est Lauzet, Visconti. C'est quand même phénoménal. On va passer au zapping de Gilles, l'actualité des médias, et on se retrouve et on parlera après de votre documentaire. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, entre tourisme et recueillement, évidemment, l'événement média de ce week-end, c'était quoi, Valérie ? Enfin, plus que média. Média et mondial. Ouais. C'était l'enterrement du pape, puis désormais la visite de sa tombe. Alors hier, ça se bousculait au portillon dans les rues de Rome, où l'on visitait la tombe du pape François. On allait se recueillir, pardon. On la visitait un peu comme on visite la Tour Eiffel pour certains. C'était l'occasion aussi de faire des selfies, je vous en ai déjà parlé. Reportage de TF1. La file d'attente s'allonge encore et encore jusqu'à l'arrière de la basilique. Groupe 4, s'il vous plaît. 30 000 personnes à la mi-journée, bravant la pluie romaine, venues du monde entier. On vient des États-Unis. Espagne, Brésil. Ce n'est pas seulement un bel édifice. Grâce au pape, Sainte-Marie Majeure est aussi devenue un lieu d'histoire. Je suis capable de rester ici tous les jours. C'est difficile à expliquer avec les mots. C'est dans le cœur. Après une nuit blanche, les premiers ont vu le soleil se lever pour être là, dès l'ouverture des portes. Il n'était pas très religieux, Alain Delon. Si, au contraire. Il avait toujours une photo de la Vierge c'est sur quelqu'un lui. Ça fait partie de toutes ces ambiguïtés. C'était quand même quelqu'un d'assez religieux qui avait... je pense qu'il y avait en tout cas une haute spiritualité. Absolument, on voit ses obsèques d'ailleurs, où il avait tout préparé. Et effectivement, la Vierge Marie était très importante pour lui.
On continue. C'est l'image média de ce week-end, la rencontre intimiste et presque en confession entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Une image qui a fait le tour du monde et peut-être sera l'histoire. Donald Trump et Volodymyr Zelensky, rencontre surprenante sous les ors de la basilique Saint-Pierre de Rome, juste avant que ne débutent les funérailles du pape François. Seul à seul et sans traducteur, brièvement rejoint par Emmanuel Macron, les présidents ont semblé échanger calmement pendant de longues minutes. Alors que les négociations pour un cessez-le-feu en Ukraine sont difficiles, l'échange aurait été positif tant selon la Maison-Blanche que selon Volodymyr Zelensky. On a beaucoup parlé en tête-à-tête. C'était une rencontre très symbolique qui peut devenir historique. Merci au président des États-Unis. Affaire à suivre. Alors, juste une question, vous qui êtes réalisateur, vous avez vu cette image, c'est une mise en scène assez forte. C'est une mise en scène, oui, on peut le dire comme ça. C'est une mise en scène assez forte et on peut penser que c'est une mise en scène. Le conflit va pas se régler devant les caméras. On imagine que tout ça, c'est du théâtre très très bien ficelé. Ouais. Mais ça rattrape l'image de la Maison Blanche. C'est fait pour ça. Voilà, exactement. Alors, avec votre doc, on va s'apercevoir, on va s'en parler après, qu'Alain Delon a toujours fréquenté la pègre et que c'était un milieu dans lequel il se complaisait. Alors, j'imagine que l'affaire des papis braqueurs qui ont volé les bijoux de Kim Kardashian, qui va être jugée cette semaine, ça lui aurait plu. Alors, vous allez voir que les surnoms de nos papis flingueurs, Fleurbon, braqueurs, ils sont pas flingueurs. Oui, bon, pas encore. Papy braqueur, Fleurbon avec l'époque Delon. Dans le milieu, on le surnomme Omar le Vieux. Son complice présumé, Didier les Yeux Bleus. Et puis il y a Nérapé, le Gros, le Petit, la Boule, ou encore Cathy ma copine. Un commando déroutant car composé en bonne partie de papy braqueurs, des septuagénaires, pour certains fichés au grand banditisme depuis des dizaines d'années. 5 d'entre eux sont soupçonnés d'avoir braqué et ligoté Kim Kardashian. Ce 3 octobre 2016, des hommes déguisés en policiers séquestrent le gardien de son luxueux hôtel parisien. L'un des malfaiteurs tient en joue la jeune femme avec un pistolet, réclame dans un très mauvais anglais une bague et de l'argent. Les deux gars en anglais, mais avec un accent français, on dit ring, ring en montrant leurs doigts. Le grand, lui, a dit monnaie, monnaie, monnaie. Les bandits repartent avec un butin de 9 millions d'euros. Et à la suite du reportage, parce que je peux pas tout vous mettre, à un moment, quand ils sortent, ils font tomber un des colliers dans le caniveau, ils essayent de le récupérer, ils n'arrivent pas à le récupérer. Il y avait un petit côté un peu pied nickelé dans cette histoire. Bon, Valérie, même si vous êtes américain ou pas, et que vous ne supportez pas Donald Trump, que vous ne voyez pas comment vous allez vivre ce mandat, eh bien, vous savez quoi ? Il y a une compagnie de paquebots qui vous propose de partir en croisière pendant 4 ans, c'est-à-dire durant tout le mandat de Donald Trump. C'est leur argumentaire ? Et oui, histoire d'évacuer et d'échapper à Trump. Écoutez. Une compagnie de croisière américaine propose un voyage de 4 ans pour échapper au mandat de Donald Trump. La compagnie Villavi Residence a lancé une croisière de 4 ans, conçue pour les Américains souhaitant échapper au second mandat de Donald Trump. Elle fera escale dans 425 ports à travers 140 pays jusqu'en 2028. Selon leur communiqué de presse, les prix de cette vie en mer commencent à $40 000 par an. Sur 4 ans, le voyage revient donc à près de $160 000 par personne pour une chambre double et s'élève à $255 999 pour une cabine simple. Et si l'idée de s'engager pour une croisière de 4 ans peut sembler un peu exagérée, il est aussi possible d'opter pour leur voyage d'1 an, appelé « Échapper à la réalité ». Et vous pouvez échapper à la réalité de 2 ans en se disant peut-être au mid-turn, il y a un tournant qui va se faire. Bon, ça coûte cher, hein, vous avez vu, de fuir. Faut avoir les moyens Trump. de payer ça. Mais je trouve que avoir cette idée marketing de se dire on fait une croisière de 4 ans pour aller à Trump. Voilà, pourquoi pas, mais ça coûte cher. Hein. Alors, qui a fait l'événement musical, Valérie, qu'on a vu dans tous les journaux ? Bravo, madame. Difficile d'y échapper. Ah oui, qui était au Stade de France, le Marseillais a enflammé Paname. Alors, vous avez vu qu'il y a une boutique éphémère aussi, où des objets dérivés se sont arrachés comme jamais. Et puis, lors de son concert, il est descendu du toit en claquettes chaussettes. C'est une image qui a marqué. On écoute Jules. Ah ouais.
C'est les paroles, wesh alors. Wesh alors. Et il dit ça pendant 3 minutes. Mais non. Bon. C'est la première fois que je vous mets du Joule. Oui. Ce sera peut-être la dernière. Vous savez faire des signes, Valérie? Non, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire. On se retrouve dans un instant. Je préfère l'époque d'Alain Delon. On va parler d'Alain Delon dans un instant. Alain Delon, un certain regard, un document à ne pas manquer sur Canal+, Canal+ Doc ce soir, écrit et réalisé par Vincent Martin qui est avec nous dans un instant. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Vincent Martin. Bonjour, vous êtes réalisateur. Vous avez écrit et réalisé ce document qu'on peut découvrir sur MyCanal et ce soir à 21h30 sur Canal+ Doc. C'est un document qui interroge la personnalité d'Alain Delon à travers ses films. Vous expliquer, enfin je vais vous laisser le dire peut-être mieux que moi, mais comment, à quel point la personnalité d'Alain Delon est au cœur de ses films et de tous ceux qu'il a tournés. Delon, c'est d'abord quelqu'un de très instinctif, c'est une sorte d'animal magnifique, donc c'est pas quelqu'un de formaté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on ait l'équivalent d'Alain Delon, ça n'existe pas. Donc il y a quelque chose de très brut. Donc effectivement, les réalisateurs dès le début de sa vraie carrière, donc on peut, il y a quelques films un peu mineurs avant Plein Soleil. Mais ce que les réalisateurs perçoivent chez lui, c'est quelque chose de très très sincère. C'est-à-dire que quand il fait Plein Soleil, on voit une sorte d'animal, de fauve qui se déplace. Et il y a rien de formaté. Et c'est ce que vont aller chercher les réalisateurs chez lui. C'est quelque chose qui de très instinctif et en même temps une personnalité à plusieurs facettes parce que son parcours de vie. C'est ce que vous dites, c'est une énigme. Parce que son parcours de vie en a fait quelqu'un à plusieurs facettes. Alors il faut pouvoir les capter, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'intelligence d'un grand réalisateur pour pouvoir se dire chez Delon il y a ça ou il y a ça et je vais l'extraire. Mais lui aussi, quand on voit Monsieur Ripley, l'histoire qui est racontée dans votre doc, il n'avait pas le rôle qu'il voulait. Non mais ça c'est phénoménal. C'est presque un film dans le film. C'est le mec. Il renverse la table en disant non, moi je veux pas ce rôle-là. Vous allez me donner l'autre. Parce qu'il sait que là-dedans, il y a quelque chose qui lui correspond alors on est déjà dans la quête d'identité, dans quelque chose de trouble, et c'est absolument phénoménal d'avoir réalisé ça. Mais à l'époque, il n'est pas très connu quand on le choisit justement pour Monsieur Ripley. Enfin, et il arrive malgré tout à imposer sa volonté. Non, mais c'est ça qui est fou. C'est absolument fou. C'est-à-dire qu'il a derrière lui 2 films qui sont des petits films un peu mineurs. Et il arrive à persuader Clément que il sera beaucoup plus intéressant dans le rôle de Tom Ripley, qui est pas celui qu'on lui destine. Et il faut quand même un courage, enfin une forme d'inconscience. De génie et de vision pour aller imposer ça. Mais alors comment il passe, parce qu'au départ c'est un petit voyou, ce que vous racontez, comment il passe de voyou à comédien? Comment il décide d'être comédien? Il est d'abord repéré et puis il a une histoire, il fréquente une actrice française qui est Brigitte Aubert, qu'on peut voir dans La main au collet d'Hitchcock, et qui va un peu l'introduire dans les milieux du cinéma. Et puis il a quand même une gueule. Il y a quand même une gueule et une présence et un magnétisme incroyable. Il y a quelque chose, et puis une forme de décontraction. Même quand on le voit dans ses premiers films, qui sont pas des chefs-d'œuvre, il y a une forme de décontraction, sa manière de bouger. Il y a quelque chose de très naturel. Il a ce sel de la rue, du petit mec des faubourgs, voilà, des quartiers populaires de Paris, et ça fonctionne super bien. Mais il n'a jamais fait de cours de théâtre, mais rien, c'est rien, mais c'est ça sa force. C'est que c'est un objet brut, c'est quelque chose qui a absolument pas été formaté, et il se présente à la caméra avec il suffit de voir, faut voir Les Félins, qui est un des films dont j'ai choisi de parler dans le documentaire, qui est un film un peu méconnu, mais qu'il faut absolument voir, parce que d'abord Jane Fonda et Delon, c'est ahurissant.
Mais la manière dont il bouge devant la caméra, c'est absolument ahurissant. Ouais. Pourquoi vous êtes intéressé à Delon ? Vous l'aviez rencontré ? Oui, alors Delon, c'est fait. Bon, ma maman a travaillé au studio de Boulogne, donc ça fait un peu partie de l'histoire. Enfin, c'est pas l'histoire familiale, mais voilà. Mais j'ai trouvé que Delon était quelqu'un dont on parlait tout le temps, mais vraiment pour les mauvaises raisons. Ouais. C'est-à-dire que on s'intéresse à sa famille, privée, voilà. Alors que la filmographie est incroyable, c'est absolument dingue. Incroyable. Et ce lien que vous faites et que font tous ceux que vous interrogez entre sa personnalité et les rôles qu'il a incarnés. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, on est au niveau presque de Brando ou de Pacino. C'est cette dimension-là de Delon. C'est quelque chose d'instinctif, en même temps de très artistique, et puis de fascinant, parce que cette beauté, on a l'impression qu'elle sort de nulle part. Et elle peut raconter plein de choses différentes. Mais il sera jamais aimé par le milieu du cinéma. Sur la fin de sa vie, non. Sur la fin de sa carrière, non. Je pense qu'il y a une vraie cassure à partir du moment où il aura un ressentiment quand Monsieur Klein sera pas récompensé à Cannes, quand ça va provoquer quelque chose, quand il ira pas chercher son César. Et en même temps, on se dit que il y a ce côté indomptable. Ça fait partie du côté indomptable du Fauve, d'entretenir des rapports très conflictuels avec le milieu du cinéma. C'est pas quelqu'un qui rentre dans le moule, c'est pas quelqu'un qui se met dans le rang, et je trouve que ça le rend encore plus intéressant et attachant. Mais vers la fin, à la fin de sa vie, il a eu beaucoup d'hommages, il y a eu une reconnaissance peut-être tardive, mais qui est arrivée finalement. Oui, elle est arrivée, mais on est obligé de s'incliner. Je veux dire, on peut pas. C'est impossible de pas s'incliner devant quelqu'un qui a tourné avec vraiment les plus grands. À chaque fois, il faut le répéter, mais c'est quand même une carrière ahurissante. Ouais. Sur 15 ans, c'est absolument phénoménal. Oui, parce que sa carrière a été relativement... les films importants, c'est une carrière assez courte finalement. C'est sur 15 ans. Ouais, mais ce qui est déjà très long dans l'histoire du cinéma. C'est vous très dites long. Que c'est moins que Belmondo dans le documentaire. C'est-à-dire que les grands Belmondo, ça s'arrête relativement rapidement. Delon, on peut aller jusqu'à, si on admet que Monsieur Klein est son dernier très très grand rôle, on est sur 15 ans avec des films absolument exceptionnels. Ouais. Et en tout cas, ce qui est formidable dans ce document, c'est de réaliser qu'il a tourné avec les plus grands, que c'est un des rares à avoir eu cette carrière-là. Finalement, c'est la plus belle carrière du cinéma. En tout cas, du cinéma français, oui, bien sûr. Il y a le lien avec Gabin aussi que vous évoquez, lien très fort. Parce qu'il y a une forme, je pense que Delon est quelqu'un qui n'a pas eu de père, donc on comprend facilement qu'il va chercher un rapport paternel ailleurs. Et Gabin, c'est l'immense figure tutélaire du cinéma français. Et je pense que se mesurer, même pour son ego, se mesurer à Gabin, c'est tout à fait normal. Ouais. C'est compliqué de faire un doc comme ça, d'aller chercher des extraits, de retrouver des films, des archives. Alors, c'est pas très très compliqué. D'abord parce que c'est des films, c'est des films qui font partie de grands catalogues aujourd'hui. La vraie difficulté, elle est d'abord un peu financière parce que les extraits coûtent cher. On aurait aimé toujours en mettre plus. Il y a certaines archives. C'est pour ça que. Les extraits sont pas en longueur. Ouais, voilà, ça coûte quand même très cher aujourd'hui. C'est un trésor de guerre aujourd'hui pour les gens qui exploitent ces catalogues. Juste pour nos auditeurs, puisqu'on est une émission média, 1 minute d'un extrait de Delon, ça coûte combien ? On peut aller jusqu'à selon la durée d'exploitation, les territoires sur lesquels c'est exploité, on peut aller jusqu'à 4 000 € la minute. Donc voilà. Et puis après, il y a d'autres archives. L'INA a des archives fabuleuses, mais qui coûtent très cher parce qu'il y a un journaliste français bien connu qui impose des tarifs qui sont donc on est dans une économie un peu compliquée et qui est forcément un petit peu frustrante. Vous avez eu des contacts avec sa famille, ses enfants? Non, pas du tout. On fait un doc comme celui-là. Non, c'était pas le sujet. Ouais. Et à partir du moment où on prend contact avec la famille, je pense qu'on se prive d'une certaine liberté. Oui, sûrement, certainement. Voilà, même si le doc est pas, je ne révèle rien. Je vais pas du tout sur ce terrain-là. Vous n'allez absolument pas sur le.
vous allez sur l'intime, sur les relations qu'il a, sur sa blessure, sur sa fracture originelle de l'enfance. Mais la famille n'aurait pas, voilà, ça n'aurait pas été très intéressant de toute façon. Non. Mais par contre, vous expliquez comment un des passages les plus importants, c'est comment il est fasciné par Visconti. C'est surtout que Visconti est fasciné par lui. Visconti, qui est une sorte d'esthète absolue, je pense qu'il voit Delon apparaître comme si on lui avait dit on lui amenait une réalisation de Michel-Ange inédite. C'est-à-dire qu'il voit Delon comme une apparition. Ouais. Et après, il y a une fascination parce que Visconti va l'introduire à tout un univers de culture et que la fascination, elle est réciproque. Et surtout, il lui offre un rôle. Ouais. Rocco, c'est quand même c'est un rôle absolument fabuleux. Et là, on voit Delon dans toute sa fragilité. Il va chercher quelque chose chez Delon qui est c'est bouleversant. Ouais. Il y a son rapport avec les femmes. Un auditeur pose la question sur sa bisexualité, sur son rapport aux femmes, en particulier Romy Schneider, qu'il a idolâtré. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Quand on le croisait, il parlait toujours de Romy Schneider. Il avait sa photo sur lui, et c'est lui d'ailleurs dans la piscine qui avait exigé. Moi, je l'ai appris dans votre doc qu'on remette son nom, qu'on mette son nom au générique. C'est un des grand coup de génie de Delon, c'est d'imposer, de dire au producteur non, ça se fait avec Romy Schneider, ou sinon moi je ne suis pas là. Non. Et de reconstituer ce couple, la piscine, c'est un coup de génie marketing absolu, c'est-à-dire de reconstituer ce couple. Incroyable. Quasiment 10 ans après, avec où ils sont, ils ont plus du tout ces physiques juvéniles. Et de montrer une érotisation de leur relation à l'écran comme ça, c'est vraiment un coup de génie. Ouais. Et après, vous dites, à la fin du doc, un tel personnage, c'est quand même triste qu'il finisse seul avec ses 3 chiens. Oui, alors nous, ça nous paraît très triste. C'est ce qu'il voulait, peut-être, non ? Est-ce que c'est ce qu'il voulait ? Je pense que dans une certaine mesure, oui. Moi, j'ai choisi dans le documentaire de ne pas m'appesantir sur sa fin de carrière, qui est... en tout cas artistiquement très discutable, mais sur les choix qu'il a fait, là, le film sur la danse qu'il avait fait, il y a des films policiers très commerciaux. Ouais. Après, il fait des séries télé. Bon, mais c'est toujours pareil. Quand vous avez tutoyé les sommets à ce point-là, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux derrière ? Mais est-ce qu'il l'a mal géré justement sa carrière, sa fin de carrière, en acceptant des choses ? C'est pas à moi de le dire. Je pense qu'il aurait pu. Il aurait pu tenter autre chose. Il a tenté des choses avec Godard, avec Blier, mais c'est toujours très compliqué quand on a travaillé avec les plus grands et quand on a vécu l'âge d'or du cinéma européen. C'est toujours très très compliqué derrière d'enchaîner. Et puis l'âge d'or des flics de policiers a totalement disparu. On fait plus de vieux, de policiers, de la pègre, de choses comme ça n'existe plus vraiment. Les Audiards, les choses comme ça. Marshall, oui, il aurait pu. On aurait pu imaginer qu'il travaille avec Olivier Marshall. C'était une bonne idée. Mais je pense que chez Delon, il y avait toujours cette nostalgie de ce qu'il a connu, de cet âge d'or du cinéma des années 60, 70. Et quand on a fait des polars avec Melville, est-ce que derrière c'est possible de travailler avec d'autres gens ? Je sais pas, je pense que c'est compliqué. En tout cas, c'est à découvrir sur MyCanal ou ce soir à partir de 21h sur Canal+ Doc. Alain Delon, un certain regard. Merci Vincent Martin d'avoir été avec nous. Merci et on est beaucoup. Vraiment capté par l'image de Delon, par sa présence, son physique, et vous apprendrez beaucoup de choses. Merci à vous. Merci On se beaucoup. retrouve dans un instant avec 60 millions de consommateurs. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média où on va parler huile d'olive avec vous, Sylvie Metzler. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour parler donc du mensuel 60 millions de consommateurs qui est en kiosque. Huile d'olive, encore des contaminants. Racontez-nous un peu, vous avez testé 22 bouteilles d'huile d'olive, 22 références, et vous avez trouvé des plastifiants et des traces d'hydrocarbures.
Oui, alors on a trouvé pas mal de choses effectivement. Donc 22 références testées, à la fois des grandes marques qu'on connaît, des marques d'hypermarché, voilà, du bio, du conventionnel, un peu de tout. Et effectivement, là, vu le prix des bouteilles d'huile d'olive, en fait, sur notre panel, on est entre 10 € et 60 € quand même le litre. Trouver en dessous de 10 €, c'est quand même champion du monde. Si vous trouvez, vous nous dites. Et donc on a fait des recherches à la fois sur la qualité sensorielle et les contaminants, ce qu'on peut retrouver dedans. Et effectivement, on trouve beaucoup de choses. On trouve des plastifiants, mais alors les plastifiants, c'est aussi ce qu'on appelle des phtalates. Donc dans toutes les références, entre 1 et 3, alors dites plus ou moins grave naturellement. Même sur des bouteilles en verre ? C'est pratiquement que des bouteilles en verre. Oui. Absolument, oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'en fait, ce sont des contaminations qui viennent d'avant. Donc, avant la mise en bouteille, ça peut être dans le circuit, ça peut être dans les bacs, enfin. Et normalement, c'est interdit de fabriquer de l'huile d'olive avec des matériaux comme avec des plastiques. Des cuves en plastique, des choses comme ça. D'où il vient ce plastique ? Vous dites parce que première pression à froid, normalement, on devrait avoir une huile d'olive totalement pure. Ah oui, alors oui, tout à fait. C'est-à-dire que la première pression à froid, c'est qu'il y a rien d'autre. C'est que votre huile d'olive, elle est pressée, rien n'est ajouté, etc. Après, effectivement, ça peut venir des bâches sous lesquelles étaient les olives. Ça peut être les circuits où ça a tourné. Ça peut être beaucoup de choses. Pour les plastifiants, les hydrocarbures, donc c'est des résidus du pétrole en fait. Donc ça peut être des lubrifiants de la machine. Enfin, ce sont des traces. C'est pas non plus. Oui, c'est ce que j'allais dire, et c'est ce que parfois on vous reproche, ou on reproche quand il y a des enquêtes comme celle-là, c'est-à-dire de paniquer un peu les gens, alors que les traces finalement ne sont pas. Ça n'a pas d'incidence sur la santé. Est-ce qu'il y a une incidence sur la santé ? Oui, bien sûr, parce que c'est une question de cumul, en fait. Vous avez des choses qui sont stockées dans le foie, vous avez des perturbateurs endocriniens potentiels, donc c'est toujours pareil, c'est 1 + 1 + 1 + 1, à l'arrivée, ça fait beaucoup, et plus vous êtes exposé, plus vous avez de risques naturellement. Donc non, c'est pas parce que vous allez manger votre salade que vous allez mourir naturellement, mais ça, plus d'autres choses que vous avez dans d'autres produits alimentaires, à terme, c'est vraiment problématique. Et alors après, c'est pas du tout pour crier au loup, c'est pour montrer qu'il y en a qui sont plus propres que d'autres. Il y en a qui, alors après, personne n'en a 0, mais il y en a plus ou moins quand même, et ça permet de faire quand même la différence entre les marques. Ça veut dire qu'il y a quand même un souci au contrôle qualité chez ces marques et chez les distributeurs quand même, parce que partout il y a logiquement un service qualité où on prélève un petit bout de la production et on la teste avant de la mettre en vente, non ? Oui, tout à fait. Alors c'est toujours pareil, vous êtes en dessous des seuils, mais c'est pas normal de retrouver des traces d'hydrocarbures et de retrouver des plastifiants dans autant de références en fait. Dans pratiquement toutes. Oui, dans toutes. Donc, pas toutes les hydrocarbures, mais les plastifiants, oui, dans toutes. Donc, ça, c'est pas du tout normal. Et en fait, c'est un défaut de contrôle, mais de bout à bout de la chaîne, en fait. Au moment où c'est produit, au moment où ça arrive à l'usine. Après, évidemment, tout le monde est de bonne foi et de bonne volonté dans cette histoire. Mais je pense que plus on sera rigoureux, plus on fera des contrôles à tout niveau, y compris chez les producteurs, dès le transport de ces olives, mieux on se portera. Mais c'est particulier à l'huile d'olive ou on pourrait avoir le même résultat? Est-ce qu'il y a un auditeur dans le vin? Est-ce que dans le vin, comme on a le même type de récolte, alors dans le vin, on n'a pas ces problèmes de cuve. On a des problèmes de pesticides parfois dans le vin, évidemment. Donc là, on n'a pas ces problèmes de pesticides-là. Après, ce sont d'autres choses. Mais après, il faut savoir que l'huile, c'est un corps gras. Donc, par rapport à certains toxiques, ça les attire, en fait. Donc, voilà. Alors, dans ce numéro... juste une question sur le prix c'est pas parce qu'on paye cher une huile d'olive qu'elle sera meilleure, et faut acheter le numéro pour voir lesquels sont les mieux notés, mais en particulier il y a une huile d'olive Eco Plus qui est très très mal notée, une huile d'olive qui vient d'Espagne. Vous avez des huiles qui sont quand même extrêmement mal notées, hein.
Oui, oui, il y a des huiles très mal notées. Après, vous en avez aussi de bonne qualité. Alors après, en fonction de la provenance, vous payez plus ou moins cher en fonction de la provenance. Les huiles françaises, par exemple, sont plus chères parce que elles sont plus rares naturellement. Donc voilà. Mais est-ce qu'elles sont meilleures? Parce qu'il y a aussi l'aspect gustatif que vous avez testé et c'est pas toujours génial non plus. Non, on a été déçus naturellement parce qu'il y en a 1 sur 3 quand même qui a un défaut sensoriel quand même. Alors, ça peut avoir un petit goût de moisi, un petit goût de vinaigré, un petit goût de ci, un petit goût de ça. C'est pas normal. C'est pas normal parce que normalement, ces huiles vierges extra, elles répondent à des cahiers des charges très précis et notamment sur du sensoriel. Donc, non, c'est pareil. Il y en a des oxydés aussi. Il y a un petit peu, alors ça peut provenir de la conservation des bouteilles, etc. Faut pas être à la lumière, etc., etc. Ça peut être causé par plein de raisons, mais c'est un peu léger quand même. Alors Valérie, si vous êtes maquillée avant de manger les huiles, c'est combo, parce que dans cet article-là, vous avez aussi une enquête sur les cosmétiques, et là aussi, c'est un peu compliqué dans les cosmétiques actuels. Alors non, je dirais que c'est quand même un peu mieux qu'avant. Faut le dire quand même, parce que vous disiez qu'on crie au loup, mais là on dit quand même que c'est un peu mieux. Ça peut encore mieux faire, mais c'est un peu mieux. C'est-à-dire qu'il y a des substances, alors il y en a qui ont été interdites, comme le lilial par exemple, qu'on retrouve plus, mais il y en a d'autres qui ont quasiment disparu des formules et qui étaient vraiment pas terribles, comme l'acide salicylique ou j'ai toujours dit à dire, la méthylisiothiazolinone. Ça a quasiment disparu. Donc c'est quand même des plus. Alors après, effectivement, on a encore des substances qu'on n'aime pas bien, mais dans l'ensemble, il y a quand même des efforts de fait. Faut le souligner. Oui, c'est ce que vous dites. Vous dites qu'il y a quand même eu des formulations qui sont plus saines globalement. On voit quand même, il y a quand même de gros écarts. On a un truc qui s'appelle le cosmétoscore. Donc on calcule à la fois le risque potentiel pour la santé et l'environnement, et on a quand même des produits qui s'en tirent beaucoup mieux qu'avant. Est-ce que c'est valable le Yucca qui est maintenant, vous savez, pour les produits de beauté et qui a aussi cette partie-là? Est-ce qu'il est fiable, le Yucca, là-dessus? L'application, qui est une application avec laquelle vous scannez les étiquettes. Oui, alors on a entre les différentes applications, et je sais que nous, par exemple, on a une méthode de calcul qui est un peu différente parce que on pénalise moins certaines substances. Nous, on fait attention. Yucca, par exemple, pénalise les substances, quel que soit leur usage. Nous, on modère quand même. Par exemple, c'est pas pareil pour un produit qui va polluer l'environnement s'il est rincé ou pas rincé, par exemple. Nous, on fait rentrer ces paramètres-là. Mais globalement, je pense que toutes les applis sont intéressantes et c'est bien de regarder, et c'est le fait qu'il y ait ces applis que les formulations s'améliorent aussi, parce que les gens, et notamment les jeunes, beaucoup. Moi, j'ai une fille, elle n'achètera jamais un produit sans l'avoir scanné avant, voir sur plusieurs applis, et pouvoir. Il faut encourager les gens à faire ça, c'est rudement bien. Moi, j'ai regardé les huiles bronzantes. Alors, je suis tombée de ma chaise parce qu'un des produits les plus chers, on va citer la marque, Lancaster, est une des plus mal notées, alors que une marque comme Corinne de Farm est parmi les meilleures marques. Donc là, c'est le marketing où on voit que c'est pas forcément les plus chers qui sont les plus vertueux. Oui, et puis il y a aussi le fait qu'il y ait beaucoup d'ingrédients. C'est ce que vous dites, c'est un conseil. Non, mais il faut le redire. Plus il y a d'ingrédients, plus vous avez de substances à risque potentiel. Donc, plus vous choisissez des formulations courtes, mieux c'est en fait à l'arrivée. Et puis il y a un article sur l'électricité. Alors d'un seul coup, heure creuse et heure pleine, ça va être plus vraiment intéressant pour les abonnés. Vous en parlez, il faut s'y préparer. C'est pas forcément moins intéressant, ça va être très différent en fait. C'est parce que naturellement maintenant en France on produit pas mal de solaire, et donc c'est de l'énergie qui est faite au moment où il y a du soleil naturellement, donc plutôt en journée, et on se retrouve avec des heures creuses de nuit. Donc c'est un peu c'est un peu compliqué. Donc l'idée c'est un peu je schématise beaucoup, je pense que les spécialistes d'électricité vont dire que je suis un peu folle, mais pour que les gens comprennent mieux, c'est ça. En fait, dorénavant vous aurez vos machines, vous pourrez les lancer à certaines heures du jour comme de la soirée. Donc ça va varier. Donc
encore une fois, faut regarder ces contrats. Là, tout le monde va recevoir, parce que c'est cet automne que ça va se produire. Donc nous, notre idée, c'était attention, regardez bien ce que vous avez, regardez bien ce qu'on va vous proposer, et regardez bien si c'est le moment de le faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout heure pleine heureuse. Mais ça peut être très intéressant. Où est-ce qu'il nous reste peu de temps? Où en êtes-vous à 60 millions de consommateurs sur la possible arrêt du magazine? Alors, c'est pas tellement un arrêt, c'est une vente de magazine que l'on risque. Donc c'est en suspens pour l'instant. Donc on tend le dos comme tout le monde, mais comme tous les salariés ici. Mais voilà, donc on espère beaucoup encore et on se bat. Est-ce que vous avez rencontré votre ministre de tutelle? Alors les élus bien sûr du personnel l'ont rencontré. Oui. Oui. Donc, pour l'instant, c'est un peu statu quo. On réétudie toutes les possibilités, mais la vente n'est pas abandonnée. L'idée de cette vente. Bon, on est là en tout cas. On vous soutient. 60 millions de consommateurs indispensables chaque mois, et donc ce grand dossier sur les huiles d'olive et sur les cosmétiques. Vous l'avez dit, Gilles, mais c'est vrai que les huiles d'olive, ça vaut le coup de regarder, de jeter un coup d'œil parce qu'on a chacun nos marques et parfois, on est surpris. Voilà, 60 millions de consommateurs en kiosque. Merci Sylvie Metzeler d'avoir été avec nous, directrice de la rédaction du Mensuel. Merci à vous. Nous, on se retrouve dans un instant pour l'actualité. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.